Les débats ont été plus intenses et plus nourris que prévu et du coup tout s'est un peu enchaîné et donc nous voilà avec 1 heure de retard. On vous prie de nous en excuser. Voilà. Donc on a une après-midi également fournie avec une conférence donc, du professeur Mamadou Diouf que vous avez déjà entendu ce matin mais que je suis ravi de représenter pour ceux qui arrivent simplement à l'instant. Donc Mamadou Diouf est professeur d'histoire africaine à Columbia University. Il dirige également l'Institut d'études africaines donc de Columbia. Nous avons donc, comme Madou l'a expliqué ce matin, conjointement animé ce programme, le Joint African Studies Program, soutenu donc par le Partner University Fund là, depuis quelques années. Et il a notamment édité dans ce cadre-là un livre qui s'appelle Les arts de la citoyenneté au Sénégal. Et aujourd'hui, donc, au cours de nos discussions, on a réfléchi un petit peu à ce qu'on pourrait dire de nouveau sur tout ça. Et Mamadou se proposait de partager avec vous ses réflexions sur cette thématique récurrente des mouvements citoyens dont nous avons parlé depuis ce matin, et puis de tout un ensemble d'autres dynamiques qui traversent le continent et que l'on pourrait résumer avec des guillemets, et ils sont dans la conférence des revendications de seconde indépendance. Donc je ne garde pas plus longtemps le micro parce que nous sommes déjà en retard. Mamadou, je te cède la parole tout de suite. Merci beaucoup, Richard. Donc, ce que je vais proposer cet après-midi, c'est un exercice qui essaie de repenser toute une série de recherches que j'ai faites autour de la jeunesse, en particulier au Sénégal, mais qui s'est beaucoup aussi intéressé au cadre africain le plus large. Et ce que je reprends ici, si vous voulez, ce sont ces discussions autour de ce qu'on a appelé la seconde indépendance en Afrique, qui est en fait une proposition qui tente de rendre compte de la trajectoire historique des sociétés africaines depuis la période post-seconde guerre mondiale, entre 1950, disons, et 1965, où la majorité des colonies africaines deviennent des États indépendants. Et ce moment de l'indépendance que j'appelle la première séquence, et j'en parle dans mon papier, mais je vais y revenir très, très rapidement, est une période qu'en général les historiens appellent la période nationaliste et qui correspond un peu, si vous voulez, aussi à une période où se sont instaurés des régimes autoritaires autour soit d'un parti unique, soit comme produit, si vous voulez, de coups d'État militaires. Et ce moment est un moment important parce que ce moment produit un discours qui définit la catégorie de jeunes, mais c'est aussi un discours qui assigne des rôles très précis à la jeunesse. Et disons le slogan qu'on trouve en anglais ou en français dans tous les pays d'Afrique, c'est que la jeunesse est l'espoir du monde. Et cette jeunesse, elle est l'espoir du monde parce que ce sont des sociétés qui n'ont pas de ressources économiques, mais qui ont une jeunesse importante. Et donc, c'est sur la force de cette jeunesse qu'il faut, disons. La seconde période, si vous voulez, la seconde séquence, et c'est à cette séquence que se rapporte la notion de seconde indépendance, c'est l'idée que, en fait, la crise des autoritarismes africains a entraîné, surtout à la fin des années 80, qui correspond aussi à une période d'ajustement structurel, à une période de libéralisation des économies et une période, si vous voulez, d'ouverture. Et c'est le terme qui est utilisé, par exemple, au Sénégal, qui annonce, si vous voulez, le processus en 1974, l'ouverture démocratique. Qu'en fait, le moment nationaliste signale une rupture, la fin des empires coloniaux, mais ne signale pas une rupture politique, même si cette rupture politique est annoncée. Parce que l'indépendance est, si vous voulez, les Africains se sont battus pour l'indépendance, pour ce qu'ils ont appelé le développement et la justice sociale.
Mais c'est sur comment entendre ces deux slogans que les autoritarismes, en fait, se sont légitimés. L'idée qu'il fallait un pouvoir unique, un chef unique pour diriger. C'est-à-dire la mission était, si vous voulez, une mission messianique. Et c'est cela qui est remis en cause dans la seconde indépendance. Donc, ce qu'on peut considérer comme la seconde indépendance dans ce cadre, c'est, si vous voulez, la recherche d'une démocratisation institutionnelle et la transition de régimes autoritaires à des régimes démocratiques issus d'élections. Bien sûr, ça résonne très bien si vous pensez, disons, dans une perspective beaucoup plus globale. Ce débat est fortement marqué par le débat sur les transitions démocratiques aussi dans les pays de l'Est et qui annonce, si vous voulez, la fin de la guerre froide. Mais il faut garder à l'esprit que la discussion est une discussion institutionnelle. Comment créer des cadres qui permettent effectivement à l'expression démocratique entendue ici comme, et je vais en parler un peu comme, disons, une démocratie issue des élections. Mais ça, c'est une première compréhension de cette notion de seconde indépendance. Mais c'est aussi une première compréhension de la notion de transition démocratique. Parce que la seconde indépendance peut être conçue aussi comme la recherche d'une société ouverte. Ce que j'entends ici par société ouverte, pour moi, on ne peut pas faire une juxtaposition de la société démocratique et la société ouverte. Une société peut être démocratique sans être ouverte. Parce que la démocratie institutionnelle ne prend pas en charge, si vous voulez, certaines questions qui sont en particulier les questions du pluralisme, de son administration et de son respect, mais aussi la question qui est la question la plus importante, la question de la tolérance. Donc là, cette notion, si on la prend dans un terme plus large, probablement, disons, la théorie qui donne le plus d'ouverture, de capacité à penser la transition démocratique au-delà de cette transition très formelle et très institutionnelle. Ce sont en fait le livre de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Parce que dans de la démocratie en Amérique, Tocqueville fait précisément la distinction entre deux types de transition. Cette transition de régime autoritaire à des régimes démocratiques, mais aussi il insiste sur la transition qui sont la transition de sociétés traditionnelles à des sociétés modernes. Et pour lui, cette transition est la transition la plus importante parce que c'est celle-là qui remet en cause ce qu'il appelle la règle aristocratique. Et c'est la remise en cause de la règle aristocratique qui clôt la séquence de l'Ancien Régime. Et bien sûr, cette règle démocratique, disons, ce qu'il a appelé la fin de la règle aristocratique et la transition vers la modernité, est une modernité qui remet en cause. Et là, c'est intéressant pour les sociétés africaines, toute une série de règles juridiques qui sont des règles qu'on peut appeler traditionnelles. Et pour moi, en Afrique, les deux qui sont les deux les plus importantes, c'est à la fois la règle de la génération et la règle du genre. Ce sont les deux qui encadrent l'organisation des sociétés africaines. Donc là, ce qui m'intéresse dans ce travail sur les jeunes, c'est essayer de penser cette double transition ensemble et d'essayer de voir comment ou peut-on parler d'une modernité indigène qui repose sur une recomposition des sociétés africaines en s'appuyant sur leur propre historicité. Et cette historicité, c'est à la fois une historicité de l'accumulation,
d'un socle qu'on pourrait appeler entre guillemets traditionnel à des rencontres avec d'autres sociétés, à des rencontres à d'autres moments, donc des innovations, à des processus qui sont des processus de sélection et des processus d'addition. Sélection, addition, pour moi, sont les deux éléments qui sont les deux éléments les plus importants. Et bien sûr, les ressources qui circulent dans ces processus, il ne faut pas seulement les prendre comme des ressources venant de l'extérieur, mais ce sont aussi des ressources qui sont produites par la rencontre entre des sociétés africaines différentes, entre des religions différentes. Et pour moi, comprendre cette historicité, c'est de dégager d'abord une géographie, ensuite une grammaire. Et pendant longtemps, j'ai essayé de repenser, en fait, quels sont les outils qu'on peut utiliser. Étant entendu que ce que j'essaie de faire, comme je dis, c'est de dégager cette historicité pour pouvoir comprendre certaines des questions qui sont des questions en cause. Et là, je reviendrai plus proprement à la discussion sur la politique de la rue. Et en pensant cette politique de la rue. Et mon détour théorique repose sur la relecture d'un livre qui a été publié en 1982, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais qui a été republié en collection, dans la collection Folio de Gallimard, et Folio Essai de Gallimard en 2008. C'est le livre de Marc Augé, Le génie du paganisme. Et l'exercice que je propose, c'est précisément, et c'est ce que je fais dans mon papier, c'est de lire l'anthropologie religieuse de Augé et de la transformer en une anthropologie politique. Et comme je disais, pour comprendre la politique de la rue, et les comprendre comme des expressions. Et j'étais intéressé par ce que Valero disait, parce qu'on est absolument d'accord sur tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire comment des expressions qui sont des expressions que moi j'appelle, à la suite d'Augé, telles que je le comprends, des expressions païennes. C'est-à-dire l'espace de la rue est un espace qui semble vide, mais qui ne l'est pas. Mais c'est un espace qu'on peut occuper, et c'est un espace où on est obligé d'imaginer. La réinvention est absolument nécessaire si on veut remplir un espace qui est précisément l'espace autour duquel, en particulier dans l'espace de la ville, qui est l'espace de contrôle par excellence des sociétés modernes, en particulier des États coloniaux. Et pour moi, c'est cet engagement et parfois le retrait, la transformation de cet espace qui permet de comprendre comment en fait s'accumulent et se juxtaposent ce que j'appelle des normes démocratiques postcoloniales qui reposent sur la notion de contrôle et de répression et les traces d'une mémoire politique qui est une mémoire précoloniale. Donc, dans ce cadre, les questions que je soulève sont les suivantes. La politique de la rue peut-elle aller au-delà de la résistance et de l'opposition? Et je reviens à ce que Valero disait. Est-ce qu'on n'a pas atteint une limite? C'est-à-dire, est-ce que les ressources produites par les sociétés africaines, en particulier par les jeunes, dans la confrontation avec l'État, est-ce qu'il est possible d'aller plus loin? Et dans quelles conditions? Donc, est-ce que la politique de la rue est-elle arrivée ou non à ses limites? Peut-elle déboucher sur des propositions institutionnelles de reconfiguration de la représentation et de rénovation des espaces publics et politiques? Peut-elle précisément déboucher sur la réconciliation entre ce que Peter Eke a appelé en 1974 les deux publics? Ce que Eke appelle les deux publics, c'est qu'il considère que, en fait, l'État postcolonial africain est constamment confronté entre ce qu'on pourrait appeler une idée du civique, qui est une idée indigène, qui repose en particulier sur la parenté,
et une idée du politique qui serait une idée citoyenne, qui repose sur l'État et l'État moderne. Et il dit que c'est cette tension qui produit la crise, c'est-à-dire entre la loyauté que je devrais, si j'étais ministre, à l'État, et la loyauté que je devrais à mon ethnie ou à ma confrérie. Et la question qui se pose effectivement, c'est cette question-là. Est-ce qu'on peut conjuguer l'esprit de la modernité tel que pensé par de Tocqueville avec les sciences, les arts, la politique et les règles de la génération et du genre dans les traditions africaines? Et c'est là, si vous voulez, où j'utilise la démarche de Auger. Et là, je vais rapidement prendre des éléments qui me semblent peuvent être des éléments importants, qui sont des citations. Par exemple, Auger dit dans ce texte que tout est visible dans les sociétés païennes, au point que l'événement clé des monothéismes, la mort, n'y pose des problèmes qu'aux vivants, soucieux d'effacer le désordre social dont tel est le signe. Et là, si je reviens à ma rue, ce qui m'intéresse, c'est justement la compréhension de l'ordre et du désordre. Une compréhension qui, dans certains cas, est une compréhension presque ontologique. Deuxième élément qui me semble important, c'est aussi la manière dont il discute le sens, la signification de ce qu'il appelle le signe, dans des sociétés où tout est signe. Et ça, je reviens, c'est là où la notion de parenté est essentielle. Parce qu'il dit qu'on est dans un monde de la signification quotidienne, singulière et générale, et ces deux notions sont très importantes. C'est-à-dire ce jeu entre la singularité et le général. Et c'est un monde, comme il dit, grouillé, qui grouille d'esprit et de signes. C'est un monde qui ne s'appuie sur aucun principe d'extériorité. Et là aussi, c'est intéressant de voir comment l'espace de la rue, mais aussi les langages qui s'y épanouissent, qui ne sont pas des langages du quotidien, qui sont des langages toujours codés, comment ces langages fonctionnent, comment non seulement ils sont produits, comment ils circulent, mais comment ils sont aussi toujours l'objet de distorsion. C'est probablement pourquoi le rap, le hip-hop fonctionnent aussi bien dans les villes africaines. C'est qu'elles permettent des codifications qui sont des codifications multiples et plurielles. Elles permettent, surtout à cause de leur ouverture, elles donnent la possibilité d'y entrer sans demander aucune autorisation. Et c'est là aussi où ce qui est en jeu, c'est l'idée d'autorité. Et pour moi, ceci est central parce que précisément ça ouvre sur un univers qui est défini par la pluralité. La pluralité de sens, disons, aujourd'hui, c'est la pluralité des dieux. Il dessine aussi un paysage, comme il dit, qui est un paysage qui est à la fois vulnérable et fragile. Et ce paysage de vulnérabilité et de fragilité, si on le traduit politiquement, c'est en fait, et j'y reviendrai parce que c'est important, c'est l'idée que la bataille contre les autoritarismes, la corruption, mais la bataille contre les désillusions de la transition démocratique est une bataille qui doit s'éloigner de l'engagement politique. C'est-à-dire c'est une bataille morale. Et la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut changer un système politique avec de la morale? Pourquoi n'est-il pas possible aujourd'hui de passer à de la morale à la politique? Et de la morale à la politique pour changer des sociétés qui sont des sociétés en crise. Et c'est aujourd'hui probablement là où se loge la vulnérabilité et la fragilité, disons, de ce qu'on appelle la politique de la rue. Trois derniers éléments qui me semblent
important, c'est que cette idée du paganisme, qui est l'idée de ce monde fait de bruit, qui est le monde de la rue, cette idée-là est aussi une idée qui, selon Auger, le paganisme accueille toujours la nouveauté avec intérêt et esprit de tolérance. Elle repose, et ça aussi c'est fondamental à mon avis, elle repose sur l'addition et l'alternance. Elle ne sait pas la synthèse. Et là aussi, les mouvements dont on a parlé aujourd'hui sont des mouvements qui s'intéressent, qui s'investissent dans cette logique qui est une logique du refus du dualisme et de la possibilité de juxtaposer, de la possibilité d'accumuler et d'additionner sans jamais retrancher. Et là, c'est une question qui peut être importante de la discussion, parce que cette modernité dont je parle, c'est une modernité qui ne peut pas, ou qui doit accommoder la modernité politique occidentale qui repose depuis les Lumières sur le principe de l'unité. D'une modernité, en fait, qui est une modernité, comme dit l'un de mes collègues, Sheldon Pollack, une modernité autoritaire qui est incapable, disons, ce qu'il appelle, qui est incapable d'accommoder la différence et la pluralité. Et à cette modernité, il oppose ce qu'il appelle la modernité indienne, qui est une modernité du non absolu. Une modernité finie qui repose précisément sur la conjugaison de la différence. Et c'est ça qui entraîne, si vous voulez, le jeu autour d'une certaine plasticité, qui fait qu'en fait, la morale qui est constituée là n'est pas une morale extérieure à la sociabilité. Je reviens à la parenté, justement. Et alors que la morale, disons, de la modernité dite démocratique, est une morale extérieure au système. Mais le système le porte. Aujourd'hui, il s'agit de savoir si on peut faire cela. Et c'est justement, si on veut le faire, c'est qu'il faudrait, disons, dessiner cette scénographie qui est minutieusement réglée dans des sociétés, entre guillemets, comme je disais, traditionnelles, étant entendu que ce que j'appelle traditionnel n'engage nullement le refus d'incorporer la nouveauté. C'est-à-dire la tradition, c'est tout simplement le changement qui n'est pas, disons, archivé et reconnu comme changement. Mais le changement, il existe. Mais là, ce qui est intéressant pour la scénographie, c'est de voir, en fait, comment sont exacerbées et dramatisées la différence. Et là aussi, on peut voir, si vous voulez, des illustrations si on regarde les formations politiques précoloniales africaines, en prêtant une attention particulière sur la notion de centralisation, les rapports entre, disons, la matrice ethnique et les ethnies qui sont incorporées. Et, disons, ce que j'essaie, c'est précisément de tester et d'attester la consistance des frontières communautaires, spirituelles, culturelles et économiques, d'établir les règles structurelles du genre et de la génération pour administrer le pluralisme et la diversité. Et pour moi, ces deux notions sont deux notions centrales pour comprendre les mouvements sociaux tels qu'elles s'expriment et tels qu'elles se développent. Et là, je reviens encore à ma question, n'est-ce pas ce que, en fait, projette la politique de la rue? C'est cette recherche, justement, d'une stabilité, d'un équilibre, mais un équilibre qui est le produit de transformation. C'est-à-dire, ce sont des équilibres qui sont des équilibres instables et qui sont réinventés chaque fois qu'elles ne peuvent plus jouer le rôle qu'ils jouent. Et en fait,
Si on regarde la structure d'une chanson rap et hip-hop, si on regarde par exemple la structure d'une chanson de positive black soul, on retrouve exactement ce jeu-là. Ce jeu qui fait que, disons, la différence et le paradoxe permettent de créer des équilibres. Par exemple, ils ont une chanson qui est très célèbre, qui s'appelle Dakar, Paris, New York, dans laquelle ils disent New York et Paris sont des banlieues de Dakar. Et ce sont ces retournements qui permettent justement d'ouvrir non pas un espace dans lequel, disons, quand on s'y engouffre, on est obligé d'accepter des prescriptions, mais ce sont des espaces où on peut se créer son propre trou. Et on peut inventer, et on y reste parce qu'on est capable d'inventer. Donc ça, c'est le cadre dans lequel je pense, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, certaines des choses qui ont été l'objet de ma recherche. Des choses qui tournent, Richard en a parlé aujourd'hui, autour de la violence, qui tournent autour des manières dont les jeunes ont envahi l'espace public et ont essayé d'y inscrire non seulement leur imaginaire, leurs préoccupations, leurs angoisses, parfois aussi leur violence. Et j'essaie, dans la première partie de ce texte, d'inscrire dans un débat qui est un débat large, en particulier le débat sur les apports entre les jeunes et la violence. Un débat sur l'angoisse des jeunes qui semble... Et donc, j'introduis mon papier en parlant disons, d'un article qui était publié dans le New York Times, qui était un article qui rendait compte d'un film qui s'appelle Youth with Hope and Bliss Intact, c'est-à-dire des jeunes qui ont de l'espoir et des engagements qui sont intacts, et que c'est un texte qui porte sur un film où on parle des jeunes adolescents, des problèmes auxquels ils font face, l'énergie irrépressible qu'ils déploient, mais aussi, en fait, leurs engagements dans plusieurs domaines, militaires, industriels ou autres. Et donc, ce texte aussi parle de leur éducation, de l'emploi, de l'encadrement, des situations dangereuses dans lesquelles ils se trouvent, en joignant des gangs, des groupes terroristes, ou deviennent des criminels solitaires, des fanatiques dissipés, des pères épuisés, qui développent des penchants suicidaires. Et ce que ce texte montrait, c'est en fait, au lieu de s'arrêter quelquefois à ce qui nous intéresse le plus comme analyse, à ces expressions spectaculaires, en fait, ce texte rentre dans le débat, disons, élargit, si vous voulez, les registres dans lesquels on peut inscrire les jeunes adolescents. Et cet élargissement permet de voir deux choses. En rapport avec les sociétés africaines, c'est premièrement l'idée, du moins ce sont ce que les historiens disent, et l'un des historiens qui a été l'un des premiers à sortir cette idée, c'est un vieil historien anglais, John Iliffe, qui écrit dans un manuel qu'il a publié il y a plusieurs années, qui s'appelle The Africans. L'idée que, si on reprend, disons, la formulation de Althusser, l'histoire comme produit de la lutte des classes, John Iliffe dit que, en fait, le principe moteur de l'histoire de l'Afrique, c'est le conflit de génération. Et ce sont des sociétés qui entrent en crise chaque fois qu'une génération n'arrive pas à maturité. Et cette crise entre, bien sûr, les jeunes et les adultes est une crise qui tourne autour de ressources qui sont des ressources très importantes. Et la plus importante des ressources, c'est l'accès aux femmes. Et à partir de ce moment, on peut tirer la conclusion, c'est que quand on parle de génération et quand on parle de jeunes, il est possible d'imaginer que ces deux catégories portent beaucoup plus sur les jeunes hommes que sur les jeunes femmes. Parce que là, les femmes sont des ressources, alors que les jeunes hommes, en général, peuvent être à la fois des ressources, mais sont aussi
si vous voulez, des acteurs. Et sur cette idée du conflit de génération, on retrouve la même idée chez Fred Cooper, qui, quand il essaie de comprendre la transition des années 50 à l'indépendance, considère aussi que l'émergence, et ça c'est très important, l'émergence en fait des partis politiques nationalistes est aussi le produit de ces conflits de génération, qu'on peut voir par exemple dans les pays d'indirect rule. Les premiers éduqués se soulèvent dans la plupart des cas contre leurs propres ancêtres, contre leurs propres parents qui sont les chefs, qui sont alliés à l'administration coloniale dans le cadre en fait de l'indirect rule. On retrouve aussi dans le système français, l'Empire français, on retrouve le même phénomène qui est fortement marqué en particulier après la Première Guerre mondiale par les jeunes qui, disons, on retrouve toutes ces associations de jeunes qui sont fortement inspirées par les jeunes turcs de Kemal Atatürk. Donc, cette idée de changement, non seulement de génération, mais aussi de changement de paradigme. Et ces conflits de génération sont souvent des conflits très violents. Et on en a parlé, donc j'y reviens pas. Les déchaînements de violence sont différents d'une région à l'autre en Afrique et d'un État à l'autre. Mais on peut faire une chronologie de ces types de violences pour mieux comprendre comment la catégorie de jeunes est, disons, est mise à l'épreuve dans des histoires qui sont des histoires qui s'inscrivent dans des processus assez importants de changement. Et ces violences, je les lis comme les expressions d'une quête de modernité qui s'inscrit dans l'ordre politique, sans, dans la plupart des cas, en particulier, je pense, dans le cas de la politique de la rue, de subvertir ou d'amender de manière radicale les logiques qui sont les logiques sur lesquelles repose encore aujourd'hui. Et les deux paramètres que j'utilise, ce sont les paramètres de l'ethnicité et de la religion. Et ces paramètres de l'ethnicité et de la religion, je les lis parce que je continue à me définir comme un historien dans un cadre qui est un cadre historique. Et ce qui m'intéresse, c'est justement ce télescopage entre ce que j'appelle les temps vernaculaires ou les temps indigènes qui sont multiples, et ce que je définis comme le temps du monde. Et ce temps du monde, c'est à la fois le bouleversement de la géopolitique internationale à partir du XVIe siècle, avec le déplacement de l'axe géopolitique mondial de la Méditerranée vers les océans Atlantique et Indien, complété par la conquête du Pacifique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le temps du monde est compris comme un mouvement qui commence avec la découverte de l'Amérique et se termine en ce début du XXe siècle avec la naissance et la consolidation de ce qu'on appelle la globalisation, la première période étant la période de l'État-nation, la seconde, la période de la globalisation. C'est-à-dire, si on regarde cette longue durée du temps du monde, c'est en fait le moment où, là je reviens à Tocqueville, la politique renonce à sa fondation religieuse. Je disais tout à l'heure, la politique de la rue repose sur une idée morale. Et cette idée morale, selon les régions qu'on prend, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a une domination aujourd'hui de l'islam dans ses variations, mais aussi du christianisme dans ses variations, en particulier les nouvelles formulations du christianisme, les formulations revivalistes. Donc, si on met en fait ensemble, si on essaie de comprendre ensemble ces multiples temporalités et la manière dont les axes de ces temporalités ordonnent
des conceptions du monde, on peut effectivement voir comment progressivement il y a des modèles qui sont des modèles de l'ordre public, de l'ordre politique, des ordres sociaux qui proposent ce qu'on pourrait appeler des récits. Et cette confrontation de récits permet dans certaines mesures de comprendre certaines des questions qui nous intéressent. Je prends un exemple, l'exemple casamançais, qui met au défi ce que j'appelle l'imaginaire nationaliste sénégalais, mais aussi les universalismes religieux et technocratiques qui les accompagnent. Et là, Peter Mark et Robert Bone, qui vient juste d'écrire un livre sur les prophétesses, essaient de comprendre comment on passe, en fait, si vous voulez, du bois sacré à la ville. Et là, ce sont des jeunes, hommes ou femmes, qui bougent, qui se convertissent, soit à l'islam, soit au christianisme, au début du XXe siècle, pour répondre à la crise d'une société et qui fait face de manière assez tragique à la colonisation, et qui se forge une nouvelle identité aux années 1980, où la crise de cette région, dans cet ensemble sénégalais, contraint à un retour au bois sacré. Le rejet du bois sacré par les jeunes générations et la conversion et la migration ont été des armes, justement, une réponse politique et sociale. Presque un siècle après, le retour à cet espace qu'on avait abandonné, qu'on avait déserté, devient précisément la réponse. Donc ce qui m'intéresse là aussi, ce sont ces récits-là. On peut prendre un autre exemple qui est l'exemple nigérian. Et ce que aujourd'hui plusieurs experts en sciences politiques appellent la Sharia politics au Nigeria. En mettant en fait très clairement une différence. Quand on parle du Nigeria du Nord et de l'islam, on pense toujours à Boko Haram, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la version violente de ce débat autour de l'islam et des valeurs islamiques. Alors que cette version violente n'est pas nécessairement la version dominante, mais les acteurs qui sont engagés dans la charia politique sont des acteurs parfaitement modérés, qui sont contre les anciens autoritarismes, qui pensent qu'ils sont des démocrates, mais qui considèrent aussi que la question n'est pas seulement politique, que ce sont des sociétés qui sont passées dans la violence, de l'autoritarisme, la corruption, etc., etc., et que la seule solution est une solution morale et religieuse, qu'il faut retourner aux valeurs de l'islam. Et retourner à ces valeurs va permettre précisément de consolider la démocratie. C'est-à-dire que le langage de la charia n'est absolument pas un langage qui renvoie à des contraintes telles qu'on les imagine, mais ça renvoie à une organisation politique et sociale où ils considèrent effectivement que l'islam est important. Et des travaux que mon collègue Greg Mann connaît, les travaux en particulier de Brandon Ken Hammer, qui vient juste de publier sa thèse qui s'appelle Muslims Talking Politics, Framing Islam, Democracy and Law in Northern Nigeria. Et ce qu'il montre qui est assez fantastique, justement, en discutant comment des communautés parlent de l'islam et de la charia, il dit qu'il y a une complémentarité parfaite entre réveil religieux, islamique, moralité publique et institutions et pratiques démocratiques.
C'est-à-dire, ce qu'il montre, c'est que dans le Nigeria du Nord, l'imaginaire qui conduit à la pensée de réforme de la société après la période, disons, qui est la période de l'autoritarisme et de la répression, et non pas tel qu'on le pense, le contraste, la contradiction entre la charia et la démocratie, et il souligne, mais c'est la complémentarité entre les deux, que ce qu'on échoue à voir, c'est que la bataille pour la démocratie dans le Nigeria du Nord, mais pas uniquement, mais dans beaucoup de sociétés africaines, est une bataille que le réveil religieux a accompagné ou été associé avec. Et pour moi, cet élément est un élément important parce que cette conjugaison, c'est celle-là qui permet de comprendre pour ces sociétés la violence, l'insécurité, la stagnation économique, les services sociaux défectueux et la corruption. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une indexation morale du politique. C'est-à-dire le langage du politique est un langage religieux. Et c'est pour ça, pour sortir le politique du religieux et le religieux du politique devient un problème. Mais la question, justement, c'est de savoir quelles sont les conséquences de cet enchâssement. C'est le mot que je cherche. Et ça, c'est deux exemples. La Casamance et le Nigeria. Je peux prendre un troisième exemple qui est beaucoup plus laïque, si vous voulez. C'est le cas des mouvements sociaux dont on a parlé. Et ces mouvements sociaux qui revendiquent le label de société civile. C'est un mot que j'aime pas, j'ai jamais aimé. J'ai écrit des choses super violentes contre ceux qui disent qu'ils sont la société civile au Sénégal, parce que je n'y crois pas. Et je vais dire pourquoi après. Je vais le dire tout de suite. Je ne crois pas pour une raison très simple. Ce sont des gens qui veulent la politique sans mettre leurs mains dans le cambouis. Et ils revendiquent des postes de ministre alors qu'ils ne représentent personne, sauf eux-mêmes. Pour moi, la politique, c'est très simple. Si on veut faire de la politique, on rentre dans le jeu. Mais on ne peut pas faire de la politique dans la marche. Eux aussi, sans ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des propositions qui sont des propositions importantes. Et ces propositions qu'ils font sont des propositions qui semblent répondre à cette notion que j'ai appelée la notion de société ouverte. Et les deux questions centrales de la délibération et de la délibération et du pluralisme. Et si vous voulez, ce contexte permet de se poser plusieurs questions pour comprendre les mouvements qui sont les mouvements de jeunes. Disons, mais il faut les penser dans une double logique, qui est à la fois la logique de leur montée et de leur déclin, mais aussi les engagements et les conséquences de leur engagement avec le pouvoir politique. Donc, là, je parle de l'accélération du processus que j'appelle de dépolitisation par l'abandon des institutions formelles. Comme j'avais dit, j'ai parlé de cette période nationaliste qui est l'engagement de segments en général, qui sont les segments les plus jeunes, qui a débouché sur les autoritarismes qui a eu pour fonction la dépolitisation de sociétés qui avaient été très politiques. Ça, c'est la première séquence. Et cette séquence a entraîné ce que j'appelle la substitution de la critique morale au recours à la critique politique, entraînant un dédain des activités politiques et de la politique qualifiée de sale. Le résultat est l'abandon de l'espace et des institutions politiques aux politiciens. L'ouverture de nouveaux espaces de bricolage hors de l'espace politique. Ces espaces ont permis ce qu'on a la floraison des ONG.
la quête de nouveaux codes éthiques et de solidarité ou le recyclage d'anciens, ça aussi on peut retrouver à travers la floraison d'organisations associatives et d'organisations religieuses. Le rôle de plus en plus central affecté ou confisqué par des acteurs non étatiques, en particulier les jeunes, membres d'organisations ethniques, communautaires et religieuses. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire montre un peu la généralisation des abus, de la répression de la part de la police et de l'armée, le recours au règlement de compte meurtrier, aux crimes, aux milices. On en a parlé aussi lors des 2 tables rondes. Le renforcement des réseaux clientélistes hors des sphères administratives et gouvernementales en matière de sécurité et de protection des biens et des personnes, l'effondrement de l'armature administrative et enfin l'effacement de l'ordre de service public. En bref, c'est ce que en fait Bayard a appelé la privatisation de l'État. Et cette privatisation de l'État a permis effectivement aux élites dirigeantes de consolider leur réseau. Donc si vous voulez, la présence des jeunes dans ces espaces, qui sont des espaces de changement, a non seulement produit un lexique, un vocabulaire, mais a aussi entraîné des incertitudes, si vous voulez, qui sont des incertitudes sémantiques. Et ce qu'on voit, c'est que ces jeunes qui étaient l'espoir du monde, on les retrouve à la fin des années 70, donc une décennie après, au début des années 80, non seulement dans les marges, mais qui commencent à refuser cette idée qui représente le futur. Du moins, ils commencent à réimaginer le futur autrement. Et cette réimagination du futur est une réimagination qui, en fait, est alimentée par des ressources qui sont des ressources externes. Ce ne sont pas seulement les ressources de la mondialisation occidentale, ce sont aussi les ressources de la mondialisation orientale et aussi les ressources de l'islam, mais aussi d'une modernité africaine qui est une modernité bricolée. Et c'est pour ça la grande question qu'on peut poser ici, c'est la question de est-ce qu'effectivement les jeunes Africains à la fin des années 80 et au début des années 90 n'esquissent pas une sortie des bibliothèques coloniales à cause de ces engagements qui sont des engagements multiples. Et cette deuxième séquence, c'est la séquence que j'appelle la séquence de la dissipation. Les jeunes Africains ne s'intéressent plus, dans une certaine mesure, à la révolution ou à tout ce qu'on veut. Ils s'intéressent à se bricoler un avenir qui peut être un avenir délinquant, un avenir qui peut être un avenir politique ou un avenir qui est un avenir de l'ailleurs. Ils ont envie de se tirer. Et en fait, l'espace dans lequel ils vivent est un espace de transit. C'est-à-dire, on se trouve face à un continent dans lequel les plus jeunes sont en transit. Ce qui veut dire que la majorité de la population est en transit. Et c'est peut-être pour ça que la rue devient l'espace adéquat. Parce que c'est un espace qui ne semble pas porter un avenir. C'est un espace où on peut bricoler constamment, mais ce n'est pas un espace qui est un espace, si vous voulez, un espace de rupture. Et parce que c'est un espace de rupture, c'est pas un espace de rupture, on peut laisser cet espace, on peut leur laisser cet espace. Parce que l'élite s'inscrit dans des espaces autres, qui sont soit des espaces totalement privatisés. C'est pour ça que l'hélicoptère est devenu aujourd'hui le moyen de transport de l'élite africaine. Elle ne voit même plus ce qui se passe. Ils vivent dans des enclaves. Et ils se promènent d'une enclave à l'autre. Et ils ont la gendarmerie pour les ouvrir le bas ou ils volent au-dessus d'eux. Donc ils ne voient même pas ce qui se passe. Donc on se trouve dans des sociétés où les élites sont en transit ou dans les airs et les jeunes sont en transit imaginant le traversée du Sahara ou de la Méditerranée. Et donc ça devient
un continent en suspens. Et pour moi, si vous voulez, c'est un peu la question face à ce constat que je fais qui permet de dire qu'il faut imaginer autre chose et autrement. Et imaginer autre chose et autrement, c'est revenir sur la question de l'ethnicité. J'ai parlé des quais pour dire, et ça on peut en parler, que la modernité africaine politique n'existera que parce qu'elle est ethnique. Et repenser le défi qui, pour moi, est aujourd'hui le défi le plus important. Parce que réimaginer l'ethnicité et la religion, c'est une règle politique qui est une règle qui repose sur la reconnaissance de la tolérance et du pluralisme et la nécessité d'administrer la tolérance et le pluralisme. Donc, contre l'idée unitaire, disons, et c'est aussi la possibilité de repenser la citoyenneté. Et ça, on le voit encore dans la politique de la rue qui a été l'espace dans lequel les citoyennetés dissipées dont j'ai parlé se sont épanouies ou les citoyennetés dissidentes. Ce qu'il faut aujourd'hui, justement, c'est de repenser cette longue histoire pour pouvoir interroger, justement, la question de la représentation. J'ai parlé de la règle générationnelle et du genre. Le fait qu'aujourd'hui, cette longue histoire, c'est l'histoire de jeunes qui sont en train, justement, d'interroger la représentation par les adultes. Je ne vais pas faire mon truc que je fais tout le temps en attaquant Amadou Hampâté-Bâ, qui est cette fameuse phrase, qui est véritablement, en fait, la phrase qui insiste sur la règle et de génération et de genre. Donc, pour moi, repenser ces questions, c'est, comme je disais, c'est ça ma conclusion, repenser l'ethnicité, le double espace civique, pour pouvoir imaginer un espace qui peut réconcilier les deux, rompre avec la modernité coloniale et renouer avec les logiques que j'ai appelées les logiques païennes de la diversité et du respect de l'administration du pluralisme, y compris et surtout le pluralisme religieux. Sortir de la logique de la contestation et de son esthétique pour aborder une démarche plus ardue, la construction des infrastructures et des imaginaires qui porteront l'architecture institutionnelle et philosophique d'une démocratie, passer d'un projet qui, à juste raison, se préoccupait du passage d'un système autoritaire à un système démocratique en mettant l'accent, avec l'accent mis sur les élections et la transparence électorale, la limitation du mandat du président, le rôle des assemblées législatives, etc., à la transition d'une société traditionnelle à une société moderne. C'est-à-dire une société qui permet de réviser certaines des règles qui sont des règles dites traditionnelles. Ce que les jeunes apportent dans ce débat, c'est qu'ils mettent l'accent sur des cultures transitionnelles. C'est-à-dire c'est une Afrique qui n'a plus à faire un choix entre la tradition et la modernité, mais c'est une Afrique qui s'est déjà engagée à la production de cultures qui sont des cultures que j'appelle des cultures transactionnelles. Et ces cultures transactionnelles soulignent les nouveaux défis. Comment ces nouveaux défis, c'est le passage de la résistance à l'opposition au pouvoir autoritaire alimenté par la morale aux politiques. Il ne peut pas y avoir de transformation s'il n'y a pas ce passage aux politiques. En effet, si les jeunes ont utilisé les ressources de la musique, les habits importés, la littérature pour renégocier leur identité et insertion, autant dans les temps vernaculaires que les temps multiples indigènes, pour bousculer l'ordre politique postcolonial, la politique de la rue semble avoir atteint
sa conclusion. Ni la critique morale, ni la politique du style, pour reprendre Thomas Fouquet, ne paraissent efficaces hors de l'espace de la rue. Assistons à la fin d'une séquence, celle de la résistance et de l'opposition, à l'inauguration d'un nouveau moment qui annonce le passage aux politiques et le renouvellement de l'élite nationaliste. Merci.